Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite FAQ, les amis, on va se régaler. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions la dernière fois, après le match du Barça, le match nul contre le Betis, donc merci à tous d'avoir posé des questions, 80 à peu près personnes, c'est magnifique, on se régale. Donc est-ce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire vraiment les questions, donc je sais pas dans quel mood on est là, est-ce qu'on est dans le négatif, est-ce qu'on est dans le catastrophique, est-ce qu'on est dans l'espoir encore ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, je vais le découvrir, on va le découvrir ensemble. On a Salim qui dit Peña, je ne peux pas, il nous sauve que quand il y a hors-jeu. Non. Là, en l'occurrence, pas vraiment, hein, les gars. Hein. Là, Peña, il a fait un bon match. Je vais préciser quelque chose, parce qu'il y en a qui ont du mal à saisir des fois ce que je dis, qui comprennent un peu mal, mais quand après un match, pas un bilan de saison, hein, vraiment un match. Là, en l'occurrence, Barça-Betis, Betis-Barça, on a une équipe Peña qui va faire un bon match, qui va faire ses arrêts, et qui va être au final décisif. Eh bien, on va dire... Peña, il a fait un bon match, il a fait quelques sauvetages. Et là, dans les commentaires, on vient me dire direct « Ouais, mais Peña, il a pas le niveau, il est catastrophique cette saison, il a rien à faire au Barça. » Oui, c'est pas le sujet en fait. Moi, quand je dis Peña, il a fait un bon match, ça veut dire que Peña, il a fait un bon match, c'est tout. Il n'y a pas d'autres... Je suis pas là en train de vous dire que Peña doit être titulaire indiscutable au Barça pour les 10 prochaines années. Donc, quand on dit que Peña fait un bon match, c'est juste, on remarque qu'il a fait un bon match. À l'image de Gérard Martin même, qui est très décrié. Quand Gérard Martin il va sortir un bon match, on va dire il est un petit peu mauvais comme joueur, il n'a pas le niveau du Barça, ni le niveau même de l'équipe actuelle, donc n'en parlons même pas du Barça de la belle époque. Ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais sur ce match, il a fait quand même un bon match et il faut le souligner, c'est tout. C'est tout ce que je dis. On est suffisamment négatif avec tous les joueurs quand ils sont mauvais. Quand je dis tous les joueurs, c'est certains joueurs ciblés. Alors quand ils font un match plutôt correct ou pas forcément mauvais, on peut se permettre de le souligner aussi, tu vois. Je pense, hein. C'est après ma vision des choses, ma vision de la vie en général. Ensuite on a Nordine Moubarak qui dit on ne peut pas gagner cette Liga avec ce banc. Les entrées de De Jong et Ferran Mama. Ouais, Ferran a marqué un but. Je sais pas s'il faut que je rentre dans ce débat de Ferran Torres, parce que c'est vrai que c'est assez délicat quand on dit de Ferran Torres, bon il a mis un but par exemple, bah direct tu rentres dans une case de... tu défends Ferran Torres. Bon, pas spécialement. Comme si j'avais un tatouage de Ferran Torres sur l'épaule et que j'étais son plus grand fan. Je ne sais pas trop quoi dire en fait. Je ne sais plus trop quoi dire dans ce cas-là. Parce que Ferran Torres, j'ai déjà donné mon avis et je l'ai déjà dit, Ferran Torres n'a pas spécialement le niveau du Barça. C'est pas un joueur qui peut prétendre à être titulaire dans ce Barça-là, ça c'est clair. Et dans la rotation, je pense quand même que ça reste un joueur correct, mais il est juste en dessous du niveau où ça peut être un remplaçant pour le Barça. En tout cas, ce n'est pas forcément un bon remplaçant. C'est pas un joueur que quand tu vas le faire rentrer, il va faire la différence ou quoi. Après, dans les clubs, généralement, très rarement, les remplaçants ont le niveau des titulaires. Hein. Il y a un certain, c'est un peu plus équilibré, c'est-à-dire que quand ils vont faire rentrer un joueur, il va y avoir un certain niveau quand même qui va permettre de pas trop chuter de niveau sur le terrain, tu vois. C'est pas forcément le cas avec Ferran Torres, et ça, voilà, on est d'accord. Donc tout ça, c'est mon avis sur Ferran Torres, voilà. Mon avis global sur Ferran Torres en tant que joueur, en tout cas depuis qu'il est au Barça, parce qu'après le reste, ça ne me concerne pas. Maintenant, voilà, je ne comprends pas. En fait, moi, ce que je comprends pas, hein, pour être tout à fait franc, tout à fait honnête, c'est que la première personne citée par rapport au match nul du Barça, genre, si on n'a pas gagné, c'est à cause de Ferran Torres. C'est la plupart des choses que c'est la plupart des critiques des joueurs ciblés. Le joueur ciblé, c'était Ferran Torres. Bon, et Frenkie de Jong, effectivement, qui a donné un penalty. Donc, forcément, c'est assez visible, quoi. Tu vois, forcément, tu vas le critiquer. C'est la logique. Mais pour le coup, Ferran Torres, est-ce que vraiment il est fautif? Est-ce que c'est à cause de lui si on gagne pas le match? Alors, dire qu'il n'a pas assez le niveau pour faire des différences et faire une rentrée fracassante où il va porter l'équipe et marquer et nous faire gagner le match, ça, on le savait déjà. Je pense que ça, je n'apprends ça à personne. Je pense que si on voit Ferran Torres rentrer, personne va se dire c'est bon les gars, on est sauvés, on va gagner le match. C'est pas Messi qui est rentré les gars. Donc ça, voilà, juste là, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, Ferran Torres, il est rentré, il a fait un match habituel, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il a fait n'importe quoi et là, il a marqué. Mais est-ce que pour autant, c'est vraiment lui c'est de sa faute si on n'a pas gagné le match? C'est un peu ce sentiment que j'ai eu en voyant les critiques après le match, et j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Et je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas critiquer le joueur sur
le joueur qu'il est en général sur 1, 2, 3, sur les 3 dernières années, tu vois. Je parle de ce match précisément, un peu comme Peña, tu vois. Après, est-ce qu'on peut gagner des trophées avec ce banc? C'est sûr que c'est compliqué, mais ça, c'était le même problème qu'on avait en début de saison. On l'avait dit, attention, le banc, tout ça, on ne pourra pas beaucoup faire tourner parce que derrière, tu n'as pas des défenseurs, en défense, il n'y a pas le même niveau, et en attaque, c'est pareil. C'est comme ça. C'est pas une nouvelle, les gars, c'est pas une surprise, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est forcément, on va forcément pas gagner de trophées? Ça, on peut pas le savoir, on peut pas le dire. Il va y avoir des retours, tout ça, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr que ça va être difficile. Ensuite, on a Arthur qui dit, on a un style de jeu très énergivore, mais si on joue pas à fond, on perd nos matchs comme ils l'ont prouvé. C'est un peu tout le problème qu'on a actuellement, tout simplement. On a un problème de banc. On a un problème de fraîcheur de joueurs. Et il y en a qui disent, qui comprennent pas, qui disent c'est pas un problème de joueurs qui sont fatigués, c'est un problème de banc. Ah, les gars, c'est lié. Si tu n'as pas de banc, tu ne peux pas faire reposer tes joueurs titulaires. Et donc, les joueurs titulaires sont fatigués et manquent de fraîcheur. Tout ça, tout est lié en fait. C'est sûr que quand on voit qu'en défense, par exemple, on est obligé de mettre ces joueurs-là qui ne peuvent pas souffler une minute parce que derrière, si tu fais souffler Baldé, t'as Gérard Martin. Si tu fais souffler Inigo Martinez ou Koubarsi, t'as Dominguez. Et si tu fais souffler Koundé, t'as Hector Fort. Hector Fort, c'est celui qui a le plus prouvé qu'il pouvait quand même faire de bonnes choses dans ses rentrées. D'ailleurs, la dernière fois, Baldé a été remplacé par Hector Fort. Ça, c'est à noter. C'est quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu parce que avec le match, la physionomie, tout ça, voilà, c'était un peu compliqué. Mais à noter que Hector Fort est rentré à la place de Baldé et non pas Gérard Martin en fin de match. Un choix qui n'est pas anodin de la part de Flick, je pense. Maintenant, oui, on a un style de jeu énergivore. Effectivement, un jeu qui demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts pendant tout le match. C'est ce que demande Flick. Maintenant, on n'a pas l'effectif pour jouer ce jeu-là trop longtemps. Au bout d'un moment, ça a ses limites. Et on le voit, on le paye un petit peu en ce moment même. Donc peut-être que le coach devrait s'adapter un petit peu plus, adapter un petit peu plus sa manière de jouer par rapport à son effectif actuel. Maintenant, quand on aura quelques retours dans l'effectif, des retours en défense, tout ça, peut-être qu'on pourra se permettre de élever le rythme à nouveau. Mais là, il va falloir changer certaines choses et s'adapter un petit peu. Ou alors faire des choix très clairs et très forts, qui sont de faire tourner, même dans les matchs, voilà, qui sont compliqués. Parce que ce qui avait été un peu critiqué aussi ces derniers temps, c'est non, il ne faut pas faire tourner. Ce match-là, il est important, on ne doit pas faire tourner, parce que sinon, on ne va pas gagner le match. On a mis le 11 type, on n'a pas gagné le match. Donc tu vois, est-ce que du coup on doit faire tourner ou pas? Là on a pris le risque entre guillemets de fatiguer les joueurs et de ne pas faire tourner. Et en plus de ça, ça nous a pas fait gagner le match. Et donc on a un match nul plus des joueurs fatigués toujours, qui n'ont pas pu se reposer. Donc double chose négative. Ensuite il y a Hughes qui dit Frenkie et Gavi ne sont pas vraiment au niveau pour le moment. Quel est ton avis? Ouais, je suis un peu du même avis. Ils ne sont pas au niveau de l'équipe. Maintenant c'est assez logique. Il y a une équipe qui a fait toute la préparation, qui est montée en puissance, tout ça, et qui a ses automatismes par rapport au début de la saison, qui a pu travailler aussi avec le nouveau coach. Ça aussi, il faut se le remettre en tête. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui a mis des choses en place. Et ces joueurs-là, bien qu'ils aient un petit peu travaillé quand même à l'entraînement certaines choses depuis qu'ils sont revenus de blessure, eh bien, tout ne colle pas totalement, tu vois. Tout ne s'emboîte pas parce que on a des joueurs, un 11 type plus ou moins, en tout cas un noyau de joueurs qui a fait une préparation spécifique pour jouer ce football-là depuis le début de la pré-saison. Et on a des joueurs qui viennent se rajouter, qui sont en manque de rythme, qui n'ont pas joué depuis des mois. Frenkie de Jong, Gavi, il n'avait pas joué depuis un an. Frenkie de Jong, depuis quelques mois, voilà. Il revient avec des doutes, en plus on voit qu'il a peur de se blesser, de Jong. Gavi, on ne sait jamais comment un joueur comme ça revient au bout d'un an avec une blessure aussi grave, on va dire, comment il se sent. Maintenant, on a vu de bonnes choses avec Gavi. Je pense que moi, j'ai pas trop de doutes concernant son retour à Gavi, mais je pense qu'il faut être patient tout simplement. On l'avait déjà dit, on a tendance à l'oublier parce qu'on est pris dans les matchs. Il y a des matchs tous les 3 jours, il y a des difficultés qui commencent à arriver, quelques doutes. Donc on espère que des mecs comme Gavi vont revenir et vont remettre sur le terrain ce qu'ils mettaient avant, hargne et tout, et on attend ça nous. On est impatient de voir ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut être patient avec les joueurs comme ça qui reviennent d'un an de blessure. C'est difficile psychologiquement, il faut faire attention avec le joueur physiquement. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire « Ouais, c'est bon, les gars, il est déjà prêt à jouer 90 minutes. » C'est pas normal qu'il joue comme ça, j'en sais rien. Soit c'est normal, soit c'est pas normal, soit c'est psychologique. Il a un peu peur de faire trop d'efforts, entre guillemets, de trop aller au contact comme il faisait avant, pour gratter les ballons, pour mettre de l'engagement.
Soit c'est psychologique, soit c'est juste qu'il n'est pas encore en rythme physique, il n'est pas encore à 100%, j'en sais rien, je sais pas exactement. J'espère qu'ils reviendront au niveau parce qu'on aura besoin d'eux aussi pour faire souffler, pour tourner les autres joueurs. On a des mecs comme Casado, Pedri au milieu, qui sont excellents et qui sont très importants depuis le début de la saison. Un Dani Olmo aussi dans un profil différent qui est très important pendant que Fermin Lopez a un peu plus de mal cette saison. Alors que la saison dernière, il a apporté énormément dans ce domaine-là, un peu comme Olmo, en termes de but, tout ça, de jeu direct, vertical, il a apporté énormément Fermin. Cette saison, c'est un peu plus compliqué, mais on a Olmo, mais on peut pas se fier, on va dire, à seulement 3 joueurs sur toute la saison, jouer tous les 3 jours et c'est bon, tu vois. C'est pas FIFA. Les mecs, au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils peuvent plus répéter les efforts et petit à petit, tu peux plus faire un pressing efficace et ainsi de suite. Tu subis un peu plus. Ou tu n'as pas la force, l'énergie de garder un ballon, d'avoir la technique, la fraîcheur pour garder ce ballon-là sous pression, sous haute pression adverse ou des choses comme ça. Tu vois. Donc tout ça, c'est un peu la suite logique des événements, tu vois, de notre situation dès le début de saison. Maintenant, ouais, j'ai hâte que Frenkie de Jong et Gavi reviennent en forme. Parce que pour le moment, ouais, c'est pas le cas. Et ils seront utiles à l'équipe, hein, jusqu'à la fin de la saison, les gars. Il y a encore le temps, j'ai hâte. Il y a Abel qui dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je félicite le Barça pour son cadeau. Je félicite pas, peut-être. Donc c'était ton anniversaire il y a 2 jours, là. Bon anniversaire en retard, Abel. Désolé pour le cadeau empoisonné du Barça, mais bon, écoute, j'espère que tout va bien pour toi quand même. Et que tu as bien célébré ça, même si le Barça, bon voilà, c'est pas un très beau cadeau, mais il faut aussi profiter de la vie, Abel. Ensuite, on a Mathieu qui dit « On a l'impression que l'équipe ne sait plus quand accélérer ou ralentir avec le ballon. » C'est exactement ça, Mathieu. C'est exactement ça. On a une équipe qui, peut-être en début de saison, jouait de manière très très verticale, très directe, avec un jeu long par moment, des appels dans tous les sens. Et au début de saison, on avait une équipe qui était en forme, qui pouvait se permettre de courir dans tous les sens, de presser, de redescendre. Voilà, il y avait une énergie dans cette équipe. On le sait, on l'a entendu même chez les adversaires après les matchs, ils disaient ce Barça-là est monstrueux, c'est trop, ils cavalent dans tous les sens, ils sont partout, on n'y arrive pas physiquement. Il y avait des équipes comme ça qui disaient ils sont bien au-dessus physiquement, c'est monstrueux. C'est impressionnant tout ça. C'est bien. Maintenant, on essaie par moment de jouer toujours de la même façon, un peu trop direct aussi, comme on joue en début de saison, où pour moi déjà c'était pas forcément exactement la bonne chose à faire. On peut jouer directement, on peut jouer par moment, mais il faut alterner un petit peu, faut pas faire que ça quoi. Ou c'est comme il faut pas que conserver sans rien attaquer, tu vois, c'est pas bon non plus. Faut alterner un petit peu, avoir des séquences où tu gardes le ballon et des séquences où tu attaques et t'essaies d'être très agressif, tout ça. Faire un petit mélange. Et là, on a l'impression que certains joueurs en fait, qui sont par exemple en forme comme Rafinha, ou un mec comme Ferran Torres, prenez Ferran Torres, je sais que beaucoup l'aiment ici, un mec comme Ferran Torres qui revient de blessure et qui n'est pas forcément épuisé par le nombre de matchs de début de saison, donc il est assez en forme et il a envie de courir partout, de faire des appels, donnez-moi le ballon en profondeur, tout ça, et c'est pas ce dont l'équipe a besoin actuellement. On a des joueurs qui sont un petit peu plus fatigués et qui aimeraient de temps en temps un peu plus poser le jeu et calmez-vous les gars, on fait un peu tourner et puis après de temps en temps on fait les appels. Et t'as des mecs même comme Rafinha, tu vois, Rafinha il a une forme, grande forme physique, mais le truc c'est que des fois il veut trop jouer de manière directe, comme si tout le monde pouvait courir comme lui. Rafinha, personne ne peut courir comme toi, tu le sais frérot. Et puis voilà, on a des joueurs comme Fermin aussi qui jouent pas beaucoup, qui sont des joueurs qui sont très directs aussi, qui ont tendance à se précipiter, à jouer vite vers l'avant, alors que c'est pas ce dont a besoin forcément l'équipe à ce moment-là du match, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent pas forcément sur le même fuseau horaire ou j'en sais rien, mais c'est compliqué. On n'est plus millimétré et très bien, tu vois. En début de saison, tout fonctionnait bien, on avait vraiment un bon tempo, enfin en tout cas tous les joueurs jouaient de la même manière au même moment et tout s'emboîtait parfaitement et là ça commence à un petit peu être un peu à côté, tu vois. Il y a des joueurs, des fois ils se précipitent trop, ils balancent long alors que le joueur en attaque c'est pas ça qu'il voulait, demander le ballon dans les pieds. Il faut que tout le monde soit un petit peu plus en accord quoi. Après ça c'est au coach de coordonner tout ça et de dire aux joueurs ce qu'il faut faire. Ensuite on a Black Henry Yondo qui dit je pense que Olmo ne reçoit plus trop les ballons dans l'entrejeu. C'est peut-être pas faux. C'est une bonne question. Enfin, c'est pas une question, mais c'est un bon avis. C'est une bonne question à se poser, à regarder. C'est vrai contre le Betis, bon, là, clairement, je l'ai montré dans l'analyse hier pour ceux qui l'ont regardé. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de revoir les analyses. Mais c'est vrai qu'on a vu que le Betis a bien bouché l'axe. Donc, il y a eu très peu de joueurs d'axe qui ont touché le ballon. Et Olmo, des fois, on le voyait qui vraiment, il collait la ligne. Il allait sur le côté pour toucher les ballons. Donc, c'est vrai qu'un Dani Olmo qui touche le ballon à côté de la ligne de touche, c'est pas un Dani Olmo, c'est pas pareil qu'un Olmo qui touche le ballon dans l'axe, proche de la surface, tout ça. C'est évident. Maintenant, est-ce que c'est comme ça depuis plusieurs matchs ou est-ce que c'est juste contre le Betis
où ça a laissé cette impression-là, et du coup on dit ouais c'est vrai qu'on ne touche pas beaucoup dans l'axe. À vérifier, là comme ça je sais pas trop, mais c'est vrai que les équipes, on l'a vu en début de saison, eh bien on passait énormément par l'axe, on essayait de casser les lignes dans l'axe, on trouvait beaucoup de joueurs dans l'entrejeu, il y avait des Dani Olmo, des Rafinha, des Lewandowski, les trois qui étaient très axiaux, et des milieux de terrain qui arrivent à casser ces lignes-là, ou même les défenseurs. Maintenant, les équipes en face, elles bougent un petit peu plus l'axe par rapport à nous empêchent de passer par l'axe. Elles ont analysé, hein, tout simplement, elles ont analysé le nouveau Barça de Flick depuis le début de la saison. Ils ont vu, ah bah tiens, ils pressent comme ça, ils font la ligne haute défensive, ok. Ils essaient de passer énormément par l'axe, bah qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de boucher l'axe, tu vas essayer d'envoyer des ballons dans le dos de la défense un maximum, de partir de loin pour éviter d'être hors jeu, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Regardez Las Palmas, ce qu'ils avaient fait aussi, on l'avait analysé la dernière fois. Ce qu'ils avaient fait, c'est que en fait, le latéral adverse, il est pressé par nos latéraux quoi. Pardon. Donc le latéral gauche, la dernière fois, il était pressé par Koundé. Et du coup, l'ailier, il est pressé, marqué entre guillemets, par Koubarsi par exemple. L'ailier Molero, en l'occurrence, était marqué par Koubarsi. Et ce qu'il y avait eu, c'est que Molero, il était revenu très très bas et très axial. Et du coup, Koubarsi l'avait suivi, mais il était plus du tout à son poste. Et après, l'attaquant adverse, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans la zone où il y a censément Koubarsi. Inilo est obligé de compenser, mais du coup, qui est à la place d'Inilo? Donc les adversaires, ils analysent bien le Barça et ils essaient de trouver des solutions aussi pour nous battre. C'est logique, c'est comme ça. Comme l'équipe de Flick, ils analysent probablement l'adversaire. C'est juste que nous, en tant que supporters du Barça, on sait comment on joue, mais on va pas savoir exactement comment on joue tactiquement ou dans l'animation. Une équipe comme le Betis, une équipe comme Las Palmas ou Getafe ou j'en sais rien, on va pas regarder ces équipes-là et les analyser, connaître parfaitement leur jeu. Mais je pense que le staff du Barça le sait ça. Et ils travaillent aussi là-dessus, c'est logique, tous les grands clubs le font. Hein. Mais effectivement, bon, voilà, je suis parti un peu loin, mais Olmo, peut-être qu'on le trouve moins dans l'axe. Ouais. Ensuite, on a Gauthier qui dit on est en train de gâcher tout le début de saison, le 4-0 à Madrid n'aura servi à rien. Non, le 4-0 à Madrid n'aura pas servi à rien, tout comme le 4-1 contre le Bayern. Imagine-toi si on avait perdu ces deux matchs, si on perd le Bayern et le Real, 2 matchs d'affilée, on les perd, même 1-0, sans parler de se prendre une fessée. Derrière, ça fait quoi? Ça te plonge dans de gros doutes et tout ça. Et peut-être que ce moment un petit peu plus compliqué, on l'aurait eu déjà bien plus tôt et qu'on ne serait pas du tout là où on est actuellement. Donc non, de gagner ce match-là, ça nous a donné certaines certitudes, apparemment pas aux supporters, parce qu'il y en a qui remettent toujours en question le jeu, en tout cas la ligne haute, vous savez, ça fait beaucoup débat, il faut pas jouer aussi haut, tout ça. Si on se fait prendre un petit peu plus dans notre dos et si la ligne haute n'est plus aussi efficace, c'est pas spécialement parce qu'on joue haut. C'est pas juste la ligne défensive le problème. Le problème, ça va être le pressing, ce qui se passe devant. Parce que la ligne haute n'a jamais fonctionné si devant ça presse pas du tout, tu vois, par exemple. C'est de la logique, il faut que les autres pressent et empêchent la longue passe, tu vois. Faut l'intercepter, cette longue passe. Et c'est pas ce qui arrive à faire le Barça, qui a un peu moins de fraîcheur pour faire un bon pressing. Encore une fois, tout est lié, les amis. Si tu presses pas devant, tu vas subir un petit peu plus derrière. C'est logique. Si tu presses très bien devant, l'équipe adverse, elle sortira jamais de sa défense. Donc balancer des longs ballons, tu n'auras plus qu'à la récupérer tranquille. Tu poses le jeu, tu récupères la balle, tu fais tourner et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, c'est de la logique, c'est lié. Donc après, est-ce qu'on est en train de tout gâcher? Écoute, il y a des moments qui sont bien dans la saison et des moments qui sont moins bien. L'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de retrouver la victoire, tout ça, d'essayer de repartir dans une spirale positive, on va dire. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Il y a toujours des petits cycles dans la saison, des moments où tu vas être très en forme, tu vas marcher sur tout le monde, comme contre le Bayern, le Real, et des moments où ça va être un petit peu moins bien, et là il va y avoir un petit peu plus de doutes, certains joueurs vont être fatigués, il faut faire souffler, il faut trouver des solutions. Il faut aller chercher aussi les victoires un petit peu à l'arrache, comme on savait le faire avant. Vous savez, on gagnait pas de beaucoup, on gagnait des 1-0, mais on allait chercher ce résultat-là, on allait le gratter, et même si on n'était pas parfait dans le jeu, ça jouait pas forcément très bien, on arrivait quand même à être solide derrière et à tenir bon. Là, des fois, on n'y arrive pas, mais il faut savoir aussi des fois le faire. C'est comme ça, il y a des hauts et des bas. C'est comme dans la vie, Gauthier. Ensuite, on a Julien qui dit comment expliquer cette mauvaise période selon toi. Bon, c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo, mais c'est ça, c'est un tout en fait. C'est vraiment un tout. Il y en a qui disent ouais c'est la faute du coach, c'est la faute de Ferran Torres, c'est la faute d'Iñaki Peña, c'est la faute de la ligne haute, c'est la faute de...
c'est un tout, vraiment. Ça démarre par le début de la saison. ça démarre même bien plus tôt, bien avant. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui sont presque les mêmes problèmes, en tout cas sont liés avec les problèmes qu'avait Xavi par exemple la saison dernière, ou même la saison d'avant. Il y avait ce débat-là sur dire, bon bah Xavi n'est pas forcément un coach excellent, en tout cas le travail qu'il fait, il n'est pas forcément satisfaisant. Le jeu qu'il propose, tout ça, que l'équipe propose en tout cas, n'est pas bon. Ça, on était tous d'accord là-dessus, je pense. Enfin, bon, ça dépendait des matchs, mais en général. Et il y avait ce débat de dire aussi que Xavi, d'un autre côté, son effectif, il manquait un petit peu quelques joueurs. Vous savez, il y en a qui disaient, bah ouais, mais... Et puis c'était le cas. La saison dernière, Lewandowski n'était pas du tout en forme. Il y avait des problèmes au milieu, il y avait Roméo, tout ça, on a dû mettre Christensen. Bref, il y avait certains problèmes comme ça qui existaient. Défensivement, on n'était pas assez solide, tout ça. Alors que l'année d'avant encore, il y a 2 ans, on était très solide défensivement. Donc voilà, il y a toujours des problèmes. Et il y avait un certain problème d'effectif. Mais il y en avait qui disaient non, c'est la faute du coach, uniquement, je parle. Donc on a changé de coach, mais on n'a pas changé l'effectif. Enfin, il y a quelques joueurs qui sont arrivés, il y a quelques joueurs qui sont partis, mais il y a quand même peut-être plus de joueurs qui sont partis qui sont arrivés. Donc ça nous donne un effectif qui est plus ou moins le même en termes de quantité déjà, et même de qualité actuellement, enfin, avec les blessés en plus de ça. En défense, on n'a personne. En attaque, on a 0 doublure, sinon c'est catastrophique. Et au milieu de terrain, on a plutôt un bon milieu de terrain, mais les remplaçants, ils reviennent de blessure, ils sont pas forcément en rythme. Donc, en fait, ton effectif, il n'est pas assez bien construit pour jouer ce football aussi. En fait, le football de Flick du début de saison, il était plaisant. On prenait du plaisir, on gagnait les matchs, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais ça ne peut pas durer sur le long terme si derrière t'as pas de quoi faire souffler certains joueurs. Si tu fais constamment jouer les mêmes joueurs, ils sont fatigués. Donc après, c'est pas la peine de dire c'est la faute du coach, il aurait pas dû mettre ce joueur-là, il aurait pas dû mettre ce joueur-là, il faut pas jouer la ligne du hors-jeu haute, je sais pas quoi. C'est qu'au début, ça fonctionnait très bien et tout le monde était très content. Tout le monde a été très content quand on a gagné contre le Bayern, contre le Real, des 4-0, des 4-1, qu'on a écrasé un petit peu certaines équipes et tout ça en début de saison. Tout le monde était satisfait. Toujours des petits trucs à redire, des petits détails, ouais ça je suis pas totalement, mais bon, en général on était tous contents de la situation du Barça. Maintenant c'est la catastrophe et faut changer notre façon de jouer, mais c'est pas la façon de jouer le problème est plus profond que ça. C'est le problème, il est dans la profondeur de banc déjà et tout ça. Donc après le coach est obligé de faire des choix et peut-être que des fois le coach il veut pas faire souffler, faire confiance en certains joueurs et que du coup il met son équipe type et après les joueurs sont fatigués. Mais d'un autre côté les gars, quand le coach il fait tourner, quand il met Gérard Martin, quand il met Dominguez en défense, quand il met Ferran Torres en attaque, les premiers à se plaindre c'est les supporters. Et je le comprends très bien, quand on a envie de voir un match du Barça, on a envie de voir la meilleure équipe possible pour prendre du plaisir. Nous en tant que supporter, en tant que spectateur de football, on a envie de prendre du plaisir devant un match. Donc ça, je le comprends très bien et je suis d'accord aussi. Mais quand tu es coach, il faut savoir faire des choix aussi et de temps en temps faire souffler certains. Et voilà, mais du coup, nous, en tant que supporters, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre s'il faut faire tourner, s'il faut faire souffler Inigo Martinez ou Cubarsí s'ils sont fatigués, bah faut mettre Dominguez ou Eric Garcia en défense. Mais il faudra rien dire derrière. Parce que c'est comme ça. Donc c'est difficile. Tout ça, c'est un grand ensemble qui fait que en ce moment, bah c'est moins bien. C'était un petit peu logique. On pouvait le voir venir quand même. Quand on démarre la saison, on a peut-être certes un très bon 11 sur le terrain, ça fonctionne très bien. Mais derrière, dès que tu enlèves quelques joueurs, ça fonctionne plus très bien. C'est comme ça. Ensuite, on a Adamax qui dit « Salut Café ». Salut Adamax. J'ai l'impression que les équipes adverses ont compris et contrent facilement le plan de Flick. Oui, ben d'un côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan il est très clair, plan de Flick. Enfin, personnellement, moi je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'arrive à analyser bien comment on joue. Je sais plus ou moins exactement comment on va jouer, plus ou moins, quelques détails près. Je saurais dire oui ce qu'il faut faire pour battre ce Barça de Flick, ou comment le déranger en tout cas. Et pourtant je suis pas un professionnel du métier. Donc évidemment que ceux qui analysent le jeu du Barça, eh ben, ils voient un petit peu certaines failles ou certaines choses qui peuvent fonctionner. Maintenant, il y a des fois des choses que tu ne peux pas battre, c'est-à-dire le niveau des joueurs. C'est bien beau de dire, bon, bah, pour battre ce Barça de Flick, il faut jouer, ils jouent haut, la ligne défensive est très haute, il faut qu'ils jouent dans le dos. Mais après, comment arrêter Lamine Yamal, par exemple? Il n'y a pas de tactique. Alors, je compare pas avec à l'époque où on disait comment arrêter Lionel Messi, mais c'est le genre de joueur que, tactiquement, tu peux pas arrêter. Parce que c'est un joueur qui va faire des différences sur des coups de génie, tu vois. Un mec comme Rafinha, s'il est très très en forme sur le match, un mec comme Lewandowski aussi, s'il est dans un grand soir, c'est le genre de joueurs qui vont faire des différences, qui vont aller
gratter, marquer un petit but, même Lewandowski, un petit but de la tête, où il va y avoir un penalty, tu vois, provoqué par Lamine, tu vas dribbler, il va se faire crocheter dans la surface, et puis il va gratter un penalty, tu vois. Tout ça, c'est des trucs que tu peux pas prévoir. Mais oui, après, la tactique, elle est assez lisible en soi. Il y a beaucoup de choses qui sont basées dans cette tactique, entre guillemets. En tout cas, en début de saison, il y avait beaucoup de choses basées sur les individualités. Et quand je dis individualité, je dis pas que ça reposait uniquement là-dessus, mais je parle de vraiment tout son ensemble. Et tout, quand je dis individualité, c'est pas juste les dribbles de Lamine Yamal. C'est aussi les passes risquées. Ça, c'est pour moi, c'est des choses individuelles, dans le sens où il faut que tu les poses sur le terrain et que tu fasses cette passe risquée et que tout le monde doit la faire, cette passe risquée. Pas juste Pedri, pas juste Koubarsi, pas juste Inigo Martinez, tu vois. Vraiment tout le monde. Quand tu as l'occasion de casser cette ligne-là et de jouer dans l'axe, de trouver un joueur avec une passe risquée, ce qu'on ne faisait pas très souvent la saison dernière, on jouait trop de manière horizontale, du coup, on faisait le tour du bloc, mais on n'allait pas chercher souvent cette passe-là parce qu'on n'avait peut-être pas les joueurs au milieu pour le faire non plus. Comme Roméo, tout ça au milieu, c'est compliqué. Mais là, on a les joueurs pour le faire. En début de saison, on le faisait et là, on le fait beaucoup moins. Et ça, pour moi, c'est faire aussi des différences individuelles. Quand tu vas trouver un joueur dans l'axe comme ça, qui va être dans le dos du milieu, entre le milieu et la défense, tu vois, un Dani Olmo, un Rafinha, direct, la défense, elle s'affole, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. T'as des appels dans tous les sens et là ça crée un petit peu le chaos et on a moins ça, tu vois, on a moins ça et ça tu peux pas forcément le parer, on va dire tactiquement. Tu vas mettre beaucoup de joueurs dans l'axe pour éviter ces passes là, mais il peut y avoir toujours ce petit talent, cette petite passe de génie, tu vois, qui va casser cette ligne là et faire la différence. On le fait un petit peu moins, c'est dommage. Dernière question de Joe qui dit: ne trouves-tu pas que Flick au final est similaire à Xavi? Pas de plan B dans leur tactique. Il y a des similitudes dans le jeu de Flick et de Xavi, je l'avais déjà dit. Après, voilà, il y en a qui m'ont pris pour un fou peut-être, ou qui ne me croyaient pas, ou qui se sont foutus de moi même. Après, c'est un avis comme un autre, hein. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, c'est comme ça. Mais il y a certaines similitudes, oui, dans le jeu. Maintenant, on a vu quand même que le Barça jouait quand même bien différemment. Donc dans la manière de... Peut-être dans les grandes lignes, hein, je parle évidemment. J'ai dit certaines similitudes, j'ai pas dit que c'était exactement pareil. Mais il y a certaines similitudes. Maintenant, il y a des détails qui changent beaucoup. Et on l'a vu en début de saison. Il y avait beaucoup de différences et j'avais déjà sorti une vidéo, ou peut-être deux, ou peut-être plusieurs, j'en sais rien, pour comparer un petit peu les différences. Il y avait des différences entre ce qu'avait mis en place Flick et le jeu de Xavi. Maintenant, bon, j'en ai déjà aussi parlé longuement, mais Xavi, sa première saison par exemple, le jeu n'est pas pareil quand il arrive. Avec Aubameyang, tout ça, le jeu est différent que la saison d'après, quand on est champion, quand il y a Lewandowski qui arrive, Koundé, cette saison-là, elle est différente dans le jeu que la saison d'avant. Et la troisième saison est encore un petit peu plus différente aussi. Donc à chaque fois, les saisons sont pas exactement les mêmes. À chaque fois, le jeu a un petit peu changé. Le jeu était plus direct sur la première saison de Xavi, quand il y avait encore Piqué, tout ça, quand il est arrivé en cours de saison. La deuxième saison, il y avait un peu plus de conservation. On est passé avec une défense à 3, avec Koundé, tout ça. En phase de possession, c'était différent. C'était très différent. Il y avait Baldé en plus, qui n'y avait pas dans la saison d'avant. Baldé qui jouait plus ailier, qui avait plus cette percussion. On a eu Gavi aussi en faux ailier dans l'axe, qui faisait ce contre-pressing aussi, mais qui apportait quand même offensivement un minimum, même si c'était pas forcément un attaquant, mais voilà. Il y avait toutes ces petites choses-là qui avaient apporté quelque chose de différent, et la troisième saison, elle est encore différente. Maintenant, on verra avec Flick. Là, c'est sa première saison, faut lui laisser du temps. Moi, c'est ce que j'ai dit. De toute façon, c'est ce que j'avais dit avec Xavi. La situation, elle n'est pas optimale. Là, Xavi, quand il est arrivé, et c'est un peu pareil pour Flick, un petit peu moins peut-être, parce que la tronche de l'équipe quand Xavi est arrivé, elle était un peu différente, mais quand Xavi est arrivé, il n'avait pas forcément une équipe construite. C'était une équipe qui était en ruine. Son premier match, il avait mis Djoutla là, de l'AB, ou peut-être Abdé, ou Ilias, ou des mecs comme ça. Il y avait des joueurs, c'est plus du tout les mêmes joueurs, hein. C'est plus du tout la même équipe. Et Flick, là, c'est un peu pareil. Il a peut-être pas non plus énormément de choix, tu vois. On est toujours sur le même problème. On a des coachs qui sont un petit peu... qui n'ont pas trop de marge, on va dire. Dans leur effectif, ils n'ont pas les joueurs qu'ils aimeraient avoir. Quand Flick, il a repris son Bayern, c'était un Bayern déjà bien construit. Là, actuellement, tu vois, à Liverpool, par exemple, pour comparer, le nouveau coach, il arrive, il fait un travail monstre, mais il y a déjà eu un travail monstrueux de la part de Klopp depuis des années. Il reprend une équipe qui est déjà... c'est bon. T'as plus qu'à entre guillemets, t'as plus qu'à t'installer, mettre tes petits chaussons et c'est parti, tu conduis le bus. Là, c'est un peu différent. Notre situation à nous, elle est un petit peu différente. Donc, l'équipe est un peu mieux qu'il y a quelques années, depuis le départ de Messi en gros. Mais c'est toujours pas non plus parfait. Après, il y a des similitudes dans le jeu. Il y a des similitudes dans les grandes lignes, oui. Maintenant,
Ouais, Flick, c'est ça qui lui est un petit peu reproché, c'est qu'il n'a pas forcément de plan B. Maintenant, la plupart des coachs n'ont pas forcément de plan B en soi. Ils peuvent réajuster leur équipe. Et ça, pour le coup, Flick, il l'a fait en cours de saison. Il l'a fait souvent. Il y avait des premières mi-temps où ça se passait pas bien. Il réajustait en deuxième et ça se passait beaucoup mieux. Donc, c'est un coach, Flick, qui sait s'adapter. Ce que Xavi n'arrivait pas à faire. Xavi, il y avait un plan, on jouait le match. Si on n'arrivait pas à jouer, tu pouvais être sûr qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait et qu'on n'arrivait toujours pas à jouer, tu vois. Flick, là, on le voit depuis le début de la saison. Il y a des fois où on a du mal pendant le match, réajustement, et on trouve des solutions. Maintenant, le coach, il va pas avoir un plan A, un plan B, un plan C, où la tactique, elle va être totalement différente. La plupart des coachs, enfin, à mes yeux, après je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais la plupart des coachs, ils ont principalement un plan de jeu et ils s'y tiennent et ils vont pas changer tout leur jeu s'ils n'y arrivent plus, tu vois. Tu peux faire des ajustements sur ce jeu-là, modifier 2-3 trucs, soit un joueur, soit dans l'animation, tu vois, avoir un joueur en particulier, tu vois. Disons, on va prendre l'exemple sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, en début de saison, il colle la ligne, et ben en cours de saison, après, on va lui dire, bah finalement, au lieu de coller la ligne tout le temps et d'être trop excentré, trop éloigné du jeu, rentre un petit peu plus dans l'axe, vient demander un petit peu plus le ballon et c'est Koundé qui va prendre le couloir, qui va écarter. C'est un exemple, je dis pas que qu'il y a eu exactement ce changement ou quoi. C'est un exemple pour donner un exemple. Eh bien voilà, il va y avoir des ajustements comme ça, tu vois. Et Flick est plus dans l'ajustement comme ça que Xavi, pour comparer les deux, puisque là tu compares les deux. Donc voilà, maintenant on verra les gars, on verra bien. Faut pas désespérer. Je pense que la saison elle est longue, je pense qu'il faut être patient, c'est difficile en tant que supporter, on a envie de gagner des trophées, on a envie de gagner les matchs tout le temps, on voit certaines équipes qui gagnent des trophées et qui nous narguent, les supporters, qui disent ah nous on a gagné, vous avez rien gagné. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est le football, c'est cette mentalité là de taquiner, de rivalité, tout ça. Mais en étant un peu plus adulte, il faut juste être un petit peu patient et comme je l'ai dit, on fera le bilan à la fin. Là, ça sert à rien de faire des bilans en plein milieu de saison. On est début décembre. On va espérer que l'équipe aille mieux, on va espérer que certains retours de joueurs vont faire du bien à l'équipe et là on pourra juger vraiment ce qui se passe. En attendant, je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite de tenir bon. Et puis on se retrouve demain pour l'avant-match Dortmund-Barça. Parce que la saison n'est pas finie et ce match va être assez spectaculaire, je pense. Faudra pas le louper. Bonne soirée à tous. Ciao.